Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment les jeunes générations se mobilisent-elles pour l'environnement ? On les dit engagés, parfois même enragés, aussi impliqués que désintéressés, révolutionnaires parce que profondément contestataires, autant d'adjectifs attribués à une génération assurément complexe, empreinte en tout cas de diversité et foncièrement connectée. Celle qu'on appelle la génération Z s'empare aujourd'hui de toutes les grandes questions de société et notamment de celle de l'environnement. Pour comprendre de A à Z les motivations d'une génération très mobilisée, aujourd'hui un invité, c'est le président des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Bonjour Titouan Rio. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir ici, d'abord pour découvrir pour beaucoup d'entre nous ce que sont les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Vous pouvez nous décrire ce que c'est ? C'est une association qui, j'imagine, milite pour l'information des plus jeunes générations autour des questions climatiques, mais est-ce que c'est pas un résumé un peu court ? Globalement, ça s'inscrit dans ce contexte-là, mais c'est une association qui est née dans la foulée du programme des jeunes délégués pour le climat de l'ONU, qui vise à envoyer des jeunes de chaque pays, si le pays met en place cette initiative, à participer aux négociations internationales, c'est-à-dire les COP, Conference of Parties, et permettre de mettre en relation ces jeunes qui participent aux négociations et pouvoir témoigner auprès des jeunes du pays concerné. Et nous, on accompagne ce programme en accompagnant les jeunes notamment, et puis tout s'est créé toute une communauté autour qui retransmet à travers des conférences, partage et en même temps sensibilise aux enjeux environnementaux et sociaux. L'idée, c'est de donner voix au chapitre à une génération qui, si elle a beaucoup d'envie d'agir, a rarement les outils pour le faire, en tout cas les outils pour politiquement peser dans ce genre de négociations. C'est exactement ça. Si on pouvait dire qu'on a un slogan ou une phrase d'accroche, c'est donner les clés à chacun et à son échelle pour agir pour la transition justement écologique, sociale et toutes les dimensions que ça recouvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que justement, chez les 18-24 ans, par exemple, même si c'est là aussi réducteur, on est souvent beaucoup plus concerné par ces questions. Il y a un sondage IFOP, pas si récent que ça, qui a 3 ans quand même, d'octobre 2018, qui nous disait que 85% des Français se disent aujourd'hui inquiets du réchauffement climatique. Un chiffre qui grimpe à 93% chez les 18-24 ans. 73% de cette jeune génération déclare qu'elle va continuer à faire évoluer ses comportements après la crise pour limiter ses impacts sur l'environnement. Ça, c'est une enquête Deloitte qui date de 2020. Bref, on sent que cette tranche d'âge, on va dire les 18-30 ans, est plus consciente des enjeux écologiques que la moyenne des Français. C'est quelque chose que vous observez ? Oui, effectivement, même au niveau des engagements associatifs, les jeunes sont bien plus présents. Je m'en réjouis. Parfois, je me demande s'il n'y a pas la part idéaliste de la jeunesse, mais dans tous les cas, il faut en profiter. Donc, évidemment, la jeunesse, c'est une force aujourd'hui pour les notions environnementales. Puis, c'est aussi les acteurs de demain qui seront au poste pour pouvoir agir. Donc, heureusement que c'est la jeunesse aujourd'hui. Oui, évidemment, pour détourner un avion, encore faut-il arriver dans le cockpit. Quelles sont les actions, les mesures que vous mettez en place justement pour mobiliser les plus jeunes sur la thématique de l'environnement ? Premièrement, les conférences qui reposent sur les témoignages des jeunes délégués et puis aussi des formations qu'on fait des membres. Ensuite, on a plusieurs projets annexes, comme les conventions lycéennes sur le climat, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, qui essaie de reproduire cette assemblée qui a débattu et réfléchi autour de propositions pour viser vers cette transition. Mais on a aussi un journal associatif qu'on a mis en place, un site internet, tout ce qui nous permet de communiquer, de toucher les cibles qui sont très larges puisque ça concerne tout le monde. On le voit, il y a aussi le rôle des collectifs, il y a des actions d'influence, de lobbying aussi, à la fois pour sensibiliser la jeunesse et puis pour se faire le porte-parole d'une génération, même si là aussi c'est un peu réducteur, auprès des pouvoirs publics, auprès de gens qui, eux, sont prêts à peser sur les politiques publiques. Vous faites ce lien-là aussi ? Alors, on travaille déjà beaucoup avec les ministères, puisque c'est les ministères qui s'occupent de supporter aussi le programme des jeunes délégués. On est plus présent auprès de la jeunesse qu'on va être présent auprès des acteurs politiques, même si, par exemple, on va être amené à participer à la COP 26 à Glasgow en novembre. Et là, on va être en zone bleue, donc en zone de négociation avec les délégués. Et là, on va effectivement, avec d'autres associations également, faire, j'aime pas ce mot, mais faire du lobbying, quoi. C'est-à-dire au maximum convaincre les différents acteurs de la société qui ont un pouvoir pour que ça influence sur leurs décisions prochaines.
Dans la vie de ces jeunes, comment est-ce que cette prise de conscience se concrétise au-delà du côté aspirationnel et de l'envie de peser dans la discussion? Je pense, premièrement, c'est un manque d'idéal aujourd'hui, et puis aussi un étonnement permanent face aux absurdités qui sont révélées par les conséquences climatiques sur la biodiversité et même sociale finalement. Par exemple? Eh bien, tout simplement, quand on voit les incendies à répétition, quand on voit que pour agir dans la transition, c'est malheureusement pas encore assez les populations populaires qui s'investissent parce que on a toujours cette dualité fin du monde, fin du mois. Ça recouvre toute la société. C'est une approche d'ailleurs systémique. On parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de société humaine. Vous le disiez, il y a forcément un petit bout d'idéalisme dedans, et c'est normal parce qu'évidemment c'est quand même un âge où on se construit des idéaux. Mais est-ce que vous voyez dans cette génération des 18-30 ans, schématiquement, des vrais débuts de changement de comportement au quotidien? Alors déjà des vocations, des changements de comportement, ça généralement les jeunes qui arrivent dans les jeunes ambassadeurs pour le climat, souvent ont fait leur bout de chemin sur les changements de comportement et s'accentuent avec le parcours dans l'association. Ok, moi ça me va comme réponse. Je le disais en intro, vous êtes une génération qui est presque née avec, sinon Internet, du moins le haut débit à la maison, et ça change pas mal de choses parce qu'évidemment la propagation de ces idées, la visibilité, le lobbying, elle vient aussi de la capacité à être connecté et connecté ensemble. Tout ça se passe sur des plateformes collaboratives. Vous avez une stratégie de communication en ligne? Alors déjà, en interne, on a été une association numérique toute l'année précédente, bien évidemment à cause du Covid. On fonctionne aussi sur une plateforme Slack qui nous permet d'avoir des canaux d'échange en fonction de thématiques. Et aussi des conversations privées. Donc c'est assez large et ça nous permet de s'ajuster au quotidien et de définir les grandes lignes aussi. C'est un forum en quelque sorte, mais un forum où il y a beaucoup de possibilités de réaction et de se coordonner. Alors là-dessus arrive la crise sanitaire. Quel impact ça a eu pour vous? Est-ce que ça a amplifié tout à coup l'aspiration de cette génération Z? Est-ce que ça a été un frein à vos actions? Est-ce qu'il y a un avant-après en fait? Comme vous le dites, il y a eu une accélération des adhésions, mais ça a été aussi un frein pour nos actions dans la mesure où nous, on est toujours sur le terrain, c'est-à-dire aller intervenir dans les établissements scolaires de l'enseignement supérieur. Donc là, sur ce point-là, c'était un frein. Heureusement qu'il y avait le numérique, qu'on était à cette époque-là pour avoir le numérique qui nous permette de poursuivre ou du moins de continuer à exister. Après, est-ce qu'il y a un avant-après ? C'est un peu trop tôt pour le dire, dans la mesure où on n'est pas totalement sorti de crise et on est en train de se stabiliser justement au retour à la normale. Donc je pourrais vous dire ça dans quelques mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que cette génération Z avance pas forcément en opposition par principe aux générations précédentes. C'est-à-dire que ce qu'ont fait nos aînés, par exemple, je pense à mai 68, enfin, toutes ces générations qui ont voulu à un moment renverser la table de ce qui s'était fait auparavant. Non, on voit bien là une génération qui exprime le besoin de changer les choses avec l'aide de ceux qui étaient là avant. Est-ce que c'est une vision idéalisée que j'ai ou est-ce que c'est là encore quelque chose que vous constatez ? Non, je pense que c'est plutôt une question de positionnement associatif. Quel est le positionnement de l'association ? Quel est le moyen d'action, justement ? Il y en a qui seront plus dans l'opposition, la contestation, d'autres qui seront plus à « bon, il y a des outils qui existent, saisissons-les et voyons comment on peut les transcender ». Et je pense que Jack est plus dans cette approche, mais évidemment, il y en a qui sont plus en position et il faut justement ces différents leviers d'action, ces différentes manières d'agir, puisqu'il faut tester. En fait, on est dans une période test. On verra bien si aujourd'hui être dans la ligne de ce qui existe déjà nous permet d'aller plus loin, ou si c'est l'opposition, la scission avec une façon de réfléchir qui n'est plus peut-être la nôtre aujourd'hui. Ça dépend. Mais je vous assure, il y a nombreux sont qui ont la hargne et si ça se perçoit pas, c'est dans nos actions. Au quotidien, est-ce que c'est un engagement qui est facile à tenir? C'est-à-dire tout à coup avoir une activité militante, réfléchir d'ailleurs aussi à ses propres comportements, à un moment où d'ordinaire on a plus de temps libre que d'argent disponible, par exemple, donc il faut aussi faire des choix. Quel choix il faut faire pour être militant de l'environnement aujourd'hui? C'est une question compliquée parce qu'en fait, je suis encore dedans. Ce qui est sûr, c'est que ça construit beaucoup une personne. Quand on entre dans ces associations et qu'on s'y investit, ça accompagne un chemin vers une certaine maturité.
Et l'engagement en lui-même, tout dépend de ce qu'on est prêt à donner. Et justement, ce chemin personnel, tout dépend jusqu'où on le mène pour savoir à quel point ça nous demande des efforts. Pour ma part, ça me demande beaucoup d'investissement. Aussi bien, ça met en lumière mes contradictions, ça me met dans l'inconfort mental. Je ne veux pas parler pour les autres, mais généralement, on ne sort pas pareil quand on sort de ces associations aujourd'hui. Vous parlez de contradictions, c'est quoi? C'est des paradoxes? On le voyait parce qu'évidemment, vous êtes dans une génération, par exemple, qui se dit volontaire pour consommer mieux. Or, c'est une génération aussi qui est happée par la mode et qui peut avoir tendance à consommer des vêtements moins chers, faits plus loin, avec des matériaux moins responsables. Bref, c'est toujours difficile de mettre en accord ses idées et son porte-monnaie. Idem, les jeunes générations sont celles qui souvent voyagent le plus, avec un impact environnemental. Mais en même temps, est-ce qu'il faut s'interdire de voyager? Parce que c'est aussi une vraie façon de découvrir le monde. Vous me disiez, ça vous met face à vos paradoxes? Oui, parce que dans la mesure, on a conscience qu'en fait, c'est le mode de vie de chacun. En fait, notre mode de vie n'est pas possible. Après, on peut pas se mettre complètement en difficulté parce que je pense qu'on serait seul. Donc, c'est comment faire pour essayer de tendre vers tout en gardant les moyens d'agir. Et ça, c'est un vrai enjeu qui nous taraude au quotidien. Par exemple, pour aller à la COP, on savait pas comment on y allait, si on y allait en train, parce qu'on avait la possibilité d'y aller cette année en train. À Glasgow. Et s'il y avait l'avion, ce sera à Glasgow à partir du 31 octobre. Et c'est une chance de pouvoir y aller en train, mais c'est aussi un poids sur le compte. Donc on a débattu et puis on en est arrivé à aller en train, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et surtout c'est pas accessible à tout le monde. C'est encore une fois cette transition, elle a un coût et elle va mettre plus de temps à atteindre toutes les couches de la société. Et là, je crois, le plus gros enjeu. Sinon, vous avez la méthode Greta Thunberg en voilier. Greta Thunberg, d'ailleurs, citons-la parce que c'est vrai qu'elle a un côté porte-étendard, elle a déclenché beaucoup de choses et je pense pas simplement dans sa propre génération, c'est que tout à coup, elle a déclenché une prise de conscience de la part des anciennes générations, disons-le, qui voient cette jeunesse comme tout à coup une véritable force militante et une force de proposition. C'est quelque chose qui vous revient? Alors, l'impact de Greta Thunberg sur les jeunes générations et les plus âgés, oui, je l'aperçois. En revanche, moi, je vais faire figure de mauvais élève. Elle n'a pas eu de gros impact pour ma part, parce que moi, ça a été lié à l'observation, en fait, à des situations absurdes, à des observations qui dépassaient ma compréhension des choses, et c'est de ça que j'ai voulu... Et je pense aussi d'une sensibilité. Après, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc ça a été plus simple pour moi. Je pars toujours à titre personnel. Après, je sais qu'elle a eu beaucoup d'impact sur les jeunes générations. Peut-être moins sur les étudiants aujourd'hui qui sont dans la tranche d'âge de Jack, c'est-à-dire en 18-25 ans, quoi. Là, je pense que c'est plus des choix de vie qui sont en train de se faire. Alors, je suis pas sûr que Greta Thunberg soit centrale. Peut-être pour certaines personnes, mais je pense plus que c'est lié à l'observation. J'ai presque oublié de vous poser la question. Comment est-ce que vous y êtes venu? Et quand? Est-ce que ça a été un long processus ou est-ce qu'il y a eu un eureka un jour en disant c'est ça, c'est ce pourquoi j'ai envie de militer et ce sera maintenant? Ça a été plutôt un cheminement, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, les idéaux que je commence à me construire me font prendre conscience que la question environnementale est centrale. Encore une fois, c'est l'approche systémique, ça concerne tous les aspects de nos vies, de la société, de l'environnement, de la Terre, c'est un tout et l'ignorer, ce serait très malvenu avec les clés que j'ai eues, moi, du moins dans mon parcours personnel. Ça n'a pas été quelque chose moi, j'ai pas eu une notion de déclic. On travaille beaucoup sur la notion du déclic. C'est un levier très important, mais pour ma part, ça n'a pas été le mien. Vous n'avez pas peur, en prenant de l'âge, de vous dérouter de l'idéal premier ou de perdre le temps que vous avez aujourd'hui à y consacrer? Enfin, vous voyez où dans 5 ou 10 ans par rapport à cette action militante? Oh que si, j'ai peur justement. Mais on m'écoute aujourd'hui, dans 5 ans, je suis toujours dans une association, si possible en vivant. Mais encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire je serai ça. Donc, je ferai tout pour que je continue à mener une action qui a un impact. Comme c'est assez difficile dans son quotidien et c'est assez lourd de pouvoir avoir un mode de consommation neutre en carbone, l'engagement pour moi est la bouée de secours et pour éviter l'inaction, en fait. L'inaction vis-à-vis de la transition. La suite logique, c'est quoi? C'est du militantisme plus classique dans un parti, par exemple, ou devenir un élu, sait-on jamais? Arriver à faire baisser un peu la moyenne d'âge des partis politiques traditionnels? Alors,
je vais vraiment te parler à titre personnel et pas à titre de Jack. Moi, je ne me projette pas dans la dimension, je me projette pas dans la politique actuelle. Je ne vois pas j'ai pas ma place encore dedans. Je ne vois pas les leviers utiles. Je trouve que c'est dépassé aujourd'hui par rapport à la configuration de la société actuelle. Donc, je me vois plus, pas comme militant, parce que c'est pas forcément ma fibre, mais par contre comme les petites mains qui permettent de faire les choses derrière, être en coulisses, aider justement, porter ceux qui seront au devant de la scène. Écoutez, vous en parlez beaucoup trop bien pour rester très longtemps en coulisses. Puisqu'on ne peut améliorer que ce que l'on sait compter, je voulais mentionner, alors là, dans une entreprise qui a passé l'âge d'être de la génération Z, en l'occurrence AXA, l'existence de l'indice AXA pour le progrès. On vous mettra la page web dans les liens de l'émission. Vous verrez, c'est un outil qui permet à l'entreprise de quantifier ses avancées en matière de développement durable avec des buts assez ambitieux, comme par exemple atteindre la neutralité carbone d'ici à 2025. Tous les détails sont sur le site, ou encore accroître ses investissements verts à 25 milliards d'euros d'ici à 2023, autant dire à demain. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous, Titouan Rieu. Avant de se quitter, rappelez-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre en ligne. Nous, c'est association. On est une association encore numérique, on n'a pas de siège, donc on peut nous retrouver sur le site des jeunes ambassadeurs pour le climat, à taper dans le moteur de recherche. Et puis après, on est joignable sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn. On mettra là encore le lien dans les notes de l'émission, jac-asso.fr. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.